de l'âme, on peut se demander si l'univers, lui aussi, ne résonne pas comme une sorte de partition aux proportions cachées. Alors, et qui mieux que vous, Jean-Pierre, pour nous guider dans cette exploration où science, poésie et musique se rencontrent. Et avant de plonger dans notre discussion, je voudrais dire quelques mots sur votre parcours extraordinaire. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, astrophysicien de renommée internationale, spécialiste des trous noirs, pionnier de la topologie cosmique et musicien de talent. Donc, vous avez su aborder l'univers non seulement avec la rigueur du scientifique, mais aussi avec la sensibilité d'un artiste. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages de vulgarisation, contribuant ainsi à rendre accessible au grand public des concepts aussi vertigineux que la forme de l'univers et ou la musicalité des étoiles. Merci encore Jean-Pierre d'avoir accepté notre invitation et explorons ensemble ces rythmes cachés de l'univers. Donc Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous, Johan, effectivement, de faire cette petite entretien qui sera, j'imagine, effectivement assez transdisciplinaire entre toutes les passions qui m'animent depuis mon enfance, allant effectivement, comme vous l'avez dit, de l'approche scientifique du monde à l'approche artistique, qui est pour moi un complément absolument indispensable. Alors, un peu comme moi, vous n'êtes pas au départ destiné à cette carrière d'astrophysicien qui est la vôtre actuellement. Donc, vous avez commencé avec un amour très fort pour notamment la musique, aussi l'art, la poésie. Comme moi, donc, quand j'étais j'étais un petit peu genou, j'ai commencé à aimer principalement les arts et ensuite plus la philosophie et plus récemment la physique. Alors moi, je suis autodidacte, c'est-à-dire que je joue à mon niveau avec les équations et puis quelques trucs comme ça, quoi. Mais bon, je n'ai pas forcément la prétention d'être un scientifique ou un astrophysicien. Voilà, quoi. Donc, alors, un parcours très pluridisciplinaire vous concernant, Jean-Pierre, et donc une formation aussi très, très complète. Alors, moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est alors, quels jalons ont façonné pour vous votre parcours scientifique et aussi artistique? Oui, alors, en fait, je n'ai pas effectivement eu de vocation première pour devenir astrophysicien, ni même chercheur d'ailleurs. Moi, dans mon enfance provençale, je vivais à la campagne et ce qui m'intéressait surtout, c'était la pratique des arts, donc la musique qui est arrivée assez tôt effectivement dans mon enfance, les arts plastiques, je me suis mis très rapidement à peindre, à dessiner, la littérature, j'ai rapidement écrit des petits poèmes sur des cahiers, enfin comme beaucoup de gosses le font, puis après j'ai commencé à écrire mes premiers romans qui ne sont pas publiés, enfin, ou des nouvelles, et simplement alors comment je suis arrivé à devenir astrophysicien, simplement parce que j'avais la chance d'être, comme on dit, bon en mathématiques, et donc j'ai simplement suivi un cursus de mathématiques qui est allé jusqu'à une maîtrise de mathématiques à l'université de Marseille, et à une époque où, je vous dis, je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir, plutôt écrivain, musicien, plasticien, je ne sais pas. Et puis après, il y a eu un déclic intéressant, c'est simplement... pendant donc, ce cursus en mathématiques pures, j'ai commencé à lire des ouvrages. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais quelques ouvrages de semi-vulgarisation. Voilà. Alors, il n'y avait même pas encore les livres de Hubert Reeves, de mon futur collègue Hubert Reeves, etc. C'était des livres un peu plus, un peu plus avancés, mais tout de suite, ils m'ont fait découvrir finalement la magie, le fait que l'outil mathématique que je faisais un petit peu par jeu et par amusement, je trouvais ça intellectuellement excitant de pouvoir bricoler des équations, ça pouvait servir à aborder quand même des questions que tout esprit un peu ouvert se pose sur qu'est-ce qu'on fait dans ce vaste univers. Moi, quand je regardais le ciel, pas en tant que pan avec l'œil de l'astronome, juste avec l'œil de l'esthète, la beauté du ciel provençal, je me posais déjà des questions. Comment c'est organisé, les questions naturelles, puis surtout sur le noir qui est entre les étoiles, ce genre de choses. Et quand je commençais à lire des articles et des livres de semi-vulgarisation sur la théorie d'Einstein, la relativité générale, un petit peu, on ne parlait pas beaucoup de trous noirs à l'époque, on commençait à parler du Big Bang qui commençait un peu à être vaguement accepté, mais ce n'était pas vraiment rien. J'ai trouvé ça absolument, ces concepts fascinants. Je me dis, mais là, on a un outil de mathématiques qui permet d'approfondir ces questions-là. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué, avec, je dois dire, effectivement, un peu de chance dans mon parcours, puisque rapidement, j'ai eu la possibilité, effectivement, d'être pris en
en thèse de doctorat par un grand théoricien des trous noirs qui s'appelait Brandon Carter et qui venait de l'école de Cambridge où il avait donc travaillé et fréquenté assidûment Roger Penrose, Stephen Hawking, voilà, tous les grands chercheurs de l'école de Cambridge. Et c'est comme ça que je suis rentré directement et de plein pied dans ce monde. Alors, ce n'est pas le monde de l'astronomie, c'est le monde de la physique théorique appliquée à l'astrophysique, c'est-à-dire l'astrophysique très théorique, effectivement. Mes premiers travaux, donc j'ai passé effectivement quelques mois à Cambridge dans le laboratoire de Stephen Hawking, mais surtout, c'est sous l'influence comment dire, de l'école, on appelle ça l'école anglo-saxonne à l'époque, l'école sur la relativité générale théorique, qui a commencé à traiter des grandes questions théoriques autour des trous noirs avant qu'on soupçonne qu'ils puissent vraiment exister, et puis les grandes questions sur le Big Bang, ce qu'on appelle les singularités de l'espace-temps. Il y avait deux grandes écoles, il y en avait une en Angleterre qui était à Cambridge, autour de Roger Penrose, et puis Stephen Hawking, Brandon Carter, George Ellis et quelques autres. Puis il y avait l'école américaine autour de John Archibald Wheeler, voilà, de John Archibald Wheeler. Donc moi, je suis effectivement de l'école de Cambridge. C'est comme ça que d'ailleurs en 1977, quand j'ai passé ma thèse de doctorat, j'ai mis à peu près un an simplement pour la faire, c'était sur les singularités de l'espace-temps, c'est-à-dire ces lieux bizarres, enfin ces choses bizarres de l'espace-temps où on a des infinis de courbures qui apparaissent et on ne savait pas à l'époque s'il fallait les éliminer d'une théorie en prenant une théorie meilleure, ce que l'on fera plus tard avec des théories dites de gravitation quantique. Mais à l'époque, il y avait les fameux théorèmes qui avaient été démontrés par Stephen Hawking et Roger Penrose, disant que ces anomalies bizarres de l'espace-temps, qui posaient beaucoup de problèmes aux physiciens, étaient incontournables dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Donc il y avait beaucoup de discussions et de débats autour de ces sujets-là. Donc c'est comme ça que je suis rentré là, de plein pied dans cette mouvance très théorique qui n'était pas du tout pratiquée en France. Au point, d'ailleurs, petite anecdote, donc j'ai passé ma thèse avec un jury prestigieux, Madame Choquet-Bruat, tout ça, mais dans le milieu astrophysique français, c'était de la physique mathématique, c'était pas de l'astrophysique en fait. Oui, voilà. Exactement. Et c'est là où Brandon Carter, mon directeur de thèse, m'a dit écoute, si tu veux rentrer au CNRS, parce que c'est un peu le but à l'époque, c'est de pouvoir avoir un poste de chercheur au CNRS, il faudrait orienter les travaux. Malheureusement, il m'a dit en France, ce genre de choses, on ne pratique pas. En Angleterre, ce serait chouette, mais en France, ici. Donc, il faudrait. Et c'est là où il me fait la suggestion d'essayer de produire la première image, de calculer à l'ordinateur la première image d'un trou noir, parce qu'il savait que je m'intéressais au trou noir, et puis je faisais beaucoup de dessins à l'époque, etc. Et c'est une idée géniale, parce qu'effectivement, c'est ça qui, après mon travail, donc on va peut-être brièvement parler, j'ai effectivement publié la première image virtuelle d'un trou noir. Et c'est ça, évidemment, qui m'a fait rentrer après au CNRS, et puis après permettre tous ces passionnants, d'abord les trous noirs, puis les ruptures d'étoiles par les forces de marée, quelques années plus tard, puis après, effectivement, tous les travaux de topologie cosmique. Et depuis maintenant une dizaine d'années, les travaux autour de la gravité, justement, des nouvelles théories de gravité quantique. Que deviennent les trous noirs dans cette nouvelle théorie? Que devient le Big Bang? Est-ce qu'il y a encore des singularités? Est-ce qu'on peut vraiment unifier la relativité générale et la physique quantique? Voilà en quelques lignes mon long parcours qui remonte maintenant à 45 ans de recherche, avec une aventure passionnante, hein, une aventure intellectuelle absolument extraordinaire. Voilà. Et sans oublier, souvent on parle de la science théorique comme une aventure purement intellectuelle, comme si elle serait détachée de l'émotion. Maintenant, chez moi, je n'ai jamais fonctionné de façon. Voilà, il n'y a jamais eu de clivage entre on va appeler, disons, le savoir, la connaissance, l'intellect et l'émotion. Pour moi, ça forme un tout. Et c'est bien pour ça que j'ai continué tout au long de ma carrière de scientifique à pratiquer les arts qui sont un complément absolument indispensable. Hein. Les arts, donc la musique, les arts plastiques, la gravure, la littérature, la poésie, etc., qui pour moi ne sont pas du tout des violons d'ingres ou des hobbies à côté. Pour moi, ça forme un tout. Hein, tout. Parce que je pense que une pratique artistique nourrit l'imaginaire. Or, la création scientifique, elle part aussi de l'imaginaire. Voilà.
bien sûr. Imaginez, voilà, donc imagination géométrique, enfin tout un ensemble de choses. Donc imaginez des modèles par exemple d'espaces finis sans bord, ce que j'avais appelé les espaces chiffonnés, et les importer dans les modèles de cosmologie, jusqu'à effectivement proposer des modèles un peu bizarres qui ont fait beaucoup parler à l'époque, là, des espaces sphériques, dodécaédriques, ce genre de choses. Ben, au départ, il y a une imagination géométrique. Alors après, il faut la canaliser, effectivement. Mais, voilà. Donc, cet imaginaire s'enrichit par la pratique des arts, de la musique, la peinture, la poésie, tout un ensemble de choses. Donc, c'est un complément absolument essentiel parce que la science, c'est un outil prodigieux, mais ça ne dit pas tout sur le monde. Il y a beaucoup de, enfin, il y a même des scientifiques très célèbres hein, au cours de l'histoire qui ont fait ce rapprochement entre justement les sciences et puis la philosophie et même la musique. On va parler par exemple de Kepler. Kepler, lui, il développe l'idée qu'en fait que les planètes suivent des rapports harmoniques comparables à des intervalles musicaux. Nietzsche aussi, donc dans ses fragments posthumes, il parle de l'univers comme une symphonie du devoir. Tout à fait, oui. On- donc voilà quoi. Et donc, Kepler est un ce de n'est mes pas. personnages emblématiques. Hein. Je lui ai consacré 2 romans, une quantité Oui, d'articles, un personnage absolument fascinant par ce côté justement très pluridisciplinaire, à une époque en plus de transition entre voilà, une conception assez antique des choses, avec une partie un peu mystique, ce genre de choses, et puis le début de la rationalité, qui commence ici avec Galilée. Et Kepler est à l'interface, il va faire un pont extraordinaire, et ça va être de sa pensée, va être d'une richesse incroyable. Effectivement, vous avez d'où, mentionné son oui, ouvrage capital, Harmonie du monde, Harmonie Mundi, oui.